Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parle de la chimiothérapie antimicrobienne. Donc, on va parler des différents composés qui nous aident à tuer des bactéries, des protozoaires, des vers, des virus, une fois qu'ils sont dans notre corps. Donc, on va voir plusieurs exemples de tous ces antimicrobiens-là en prenant le temps d'insister sur ceux qui sont directement utilisés soit en chirurgie ou à l'hôpital. On va expliquer leur mode d'action aussi. Donc, par exemple, un antibiotique, est-ce qu'il s'attaque à une bactérie plus de type gram positif ou gram négatif? Donc, on va regarder ça. Et à la fin du chapitre, on va voir aussi tous les problèmes liés à l'utilisation des antimicrobiens. Entre autres, là, les problèmes de résistance bactérienne aux antibiotiques. On va expliquer les différents mécanismes que les bactéries utilisent pour résister ou devenir résistantes là, à ces antimicrobiens-là. Donc, commençons avec un petit peu d'histoire. Donc, Alexander Fleming, qui était chercheur, a été un des premiers à découvrir les antibiotiques. Qu'est-ce qui est arrivé, en fait? C'est que c'est un peu... l'histoire est romancée un petit peu, mais ce serait un accident de laboratoire où il aurait, par exemple, mis des bactéries sur un plat de pétri, mais une moisissure serait tombée sur le plat de pétri et la moisissure, bon, s'est développée. Et autour de la moisissure, les bactéries ne poussaient pas. Donc, il y avait une zone d'inhibition autour de la moisissure dans laquelle les bactéries ne pouvaient pas pousser. Donc, il aurait pu tout simplement prendre le pétri et dire, bon, mon expérience est gâchée, jeter le tout, mais non. Il a réfléchi, il s'est demandé, bien, pourquoi il n'y a pas de croissance dans cette zone-là? A fait des études sur la molécule qui était libérée par la moisissure. Il a éventuellement découvert que c'était une molécule, donc la pénicilline, qui avait un effet antimicrobien. Et quelques années plus tard, avec Foley et Chain, qui eux ont fait les premiers essais cliniques donc chez des patients. Donc, ça leur a valu le prix Nobel. Donc, c'est quand même pas rien comme découverte. Puis, prenez note quand c'est sorti, parce que là, les États-Unis ne sont pas encore en guerre, mais la Deuxième Guerre mondiale est débutée. Puis avec le développement justement des antibiotiques, quelques années plus tard, vers la fin de la guerre, on va pouvoir utiliser ces médicaments-là et ça va sauver de nombreuses vies. Donc, ça a été un bon timing en ce sens-là. C'est jamais un bon timing qu'il y a une guerre, là, mais de trouver une molécule qui puisse guérir les personnes blessées, c'était positif. D'où proviennent les antibiotiques? Donc, je l'ai nommé comme exemple, les moisissures peuvent en produire. Certaines bactéries aussi peuvent produire des antibiotiques. Donc là, ça semble un petit peu contre-intuitif parce que normalement, on dit un antibiotique, je l'utilise pour tuer une bactérie, mais là, certaines bactéries en produisent. De toute évidence, les bactéries qui produisent un antibiotique ne seront pas elles-mêmes sensibles à ce même antibiotique. Ça serait franchement contre-productif. Puis je ne suis pas sûr que que c'eût été très bénéfique au niveau évolutif. Mais bref. Donc, la moitié des antibiotiques que nous utilisons sont produits par les bactéries du genre Streptomyces. Donc, beaucoup d'antibiotiques que l'on connaît viennent de cette bactérie-là. Puis, il y en a beaucoup qu'on a développés à partir de ces molécules-là. Donc, on les a modifiées un petit peu chimiquement et on les produit en laboratoire pour justement, des fois, déjouer les mécanismes de résistance. Donc, le gros des antibiotiques, c'est des sources naturelles. On en a trouvé, par exemple, des fois dans des poissons, dans des mammifères, des invertébrés. On peut trouver des molécules qui ont une activité antimicrobienne dans pratiquement tout ce qu'il y a de vivant. Puis là, l'être humain, dans le fond, son but, c'est de trouver ces molécules-là, de trouver une façon de les produire en laboratoire et de les commercialiser par la suite. Quand on parle du spectre d'action antimicrobienne, ce que ça veut dire, c'est quelle est l'étendue ou la diversité des micro-organismes que l'antimicrobien peut affecter. Il y a des antimicrobiens ou antibactériens qui vont tuer seulement les bactéries gram+, d'autres les bactéries gram-. Il y en a qui vont avoir un spectre plus large qui vont tuer et les bactéries gram+, et les bactéries gram-. Donc, c'est ça qu'on veut vérifier quand on parle du spectre d'action antimicrobienne. Quand on parle d'antibiotiques à large spectre, on a les fluoroquinolones. Les fluoroquinolones, c'est une famille d'antibiotiques qui bloquent la synthèse de l'ADN bactérien.
Donc, l'ADN bactérien, que tu sois une bactérie gram plus ou gram moins, c'est toujours sensiblement la même chose. Donc, cet antibiotique-là peut aussi bien bloquer les bactéries gram plus que gram moins. Donc, un exemple d'antibiotique de cette famille-là, c'est la ciprofloxacine, qui est un antibiotique qui peut être prescrit pour les infections urinaires. Comme je l'ai déjà mentionné dans le chapitre sur les bactéries, moi, je l'ai déjà pris lorsque j'ai été en voyage, Guatemala, Pérou. Donc, les médecins peuvent vous le prescrire de façon prophylaxique. Donc, au cas où, okay, on n'est pas obligé de le prendre. D'ailleurs, si tu n'as pas à prendre un antibiotique, tu ne le prends pas. On ne prend pas ça comme des pastilles. Okay? Mais si besoin est, on pouvait le prendre. Donc ici, vous allez voir les différents endroits ou les différentes structures que les antimicrobiens ou antibactériens, en ce cas-ci, à quoi ils vont s'attaquer chez la bactérie. Donc, par exemple, le premier, la synthèse de la paroi cellulaire. Donc, on va s'attaquer souvent, dans ce cas-ci, au peptidoglycane. Peptidoglycane, rappelez-vous, structure spécifique aux bactéries. Chez les bactéries gram+, il y en a une épaisse couche. Chez les bactéries gram-, il y en a un petit peu moins. Et chez les bactéries gram-, le peptidoglycane est situé entre la membrane cellulaire et la membrane externe. Donc, certains antibiotiques, dont la pénicilline, s'attaquent à ça. À l'hôpital, souvent, on va utiliser la vancomycine. Donc, ça, c'est un qui est un petit peu plus fréquent. Mais on s'attaque à la paroi cellulaire. D'autres antibiotiques vont venir bloquer l'activité des ribosomes. Donc, on va bloquer la synthèse protéique, donc chloramphénicol, érythromycine, tétracycline, streptomycine, la famille des aminoglycosides. Ça, j'ai travaillé beaucoup avec ces antibiotiques-là quand j'étais à la maîtrise. On va en parler de toute façon de chaque type d'antibiotique dans les diapos qui vont suivre. Ensuite, inhibition de la synthèse de métabolites essentiels, donc les sulfanylamides, trimétoprime, pardon, c'est un petit peu dyslexique parfois. Donc, on va aller bloquer certaines enzymes spécifiques aux bactéries. Polymyxine B, peut-être que celui-là, vous le connaissez sans le savoir. Polymyxine B, on la retrouve dans le polysporin, donc l'espèce de crème antibiotique, que ce soit sur une crème pour la peau ou des gouttes pour les yeux. Là, souvent, ça va être de la polymyxine B qu'il y a à l'intérieur. Donc, dans ce cas-ci, la polymyxine B va s'attaquer à la membrane bactérienne et non pas au peptidoglycane. Puis, fluoroquinolone, ici c'est écrit quinolone, mais fluoroquinolone, c'est le même principe. Rifampicine, eux, vont s'attaquer à la synthèse de l'ADN ou à la synthèse de l'ARN. Donc, on s'attaque dans le fond à des molécules avec des nucléotides, donc ADN ou ARN. Rifampicine, antibiotique que moi j'ai pris à l'époque parce qu'il y avait eu des cas de méningite dans mon école. Je vais en reparler de cet antibiotique-là parce qu'il est particulier parce que tous vos liquides biologiques deviennent orange quand vous en consommez. Donc l'urine, la sueur, etc. Donc, on va aller voir ces différents antibiotiques-là. Puis on va voir aussi par la suite les antiviraux, antiprotozoaires et anti-helminthes, les antivers. Donc, bêta-lactam, regardez l'image que vous voyez à gauche, c'est peut-être ça un peu que Fleming a vu à l'époque. Donc, on a la moisissure, on a les bactéries qui ont été étendues, mais regardez la zone d'inhibition. Donc, il y a une zone autour de la moisissure dans laquelle les bactéries ne poussent pas. Donc, la moisissure libère l'antibiotique, ça se déplace dans la gélose et les bactéries vont être inhibées. Pourquoi la moisissure fait ça? C'est pour avoir les ressources pour elle. On élimine la compétition. Parce que là, la moisissure est en compétition avec la bactérie pour les ressources, le sucre, les minéraux présents dans la gélose. Donc, si elle élimine les bactéries ne vont pas consommer les substances, la moisissure va pouvoir les prendre pour elle. Donc, pénicilline, c'est un exemple, mais le nom de la famille comme tel, c'est ce qu'on appelle les bêta-lactames. Et parmi les bêta-lactames, on va avoir la pénicilline, la céphalosporine, puis l'ampicilline. Ampicilline qui peut être utilisée dans certains cas de chirurgie. J'ai mis un petit lien ici, une petite vidéo qui explique le mode de résistance. Donc, comment certaines bactéries deviennent résistantes à la famille des bêta-lactames. C'est très intéressant. On va revenir là-dessus plus tard aussi à la fin du chapitre où je vais expliquer les mécanismes par lesquels les bactéries deviennent résistantes. Mais si vous voulez aller jeter un coup d'œil, je vous invite à y aller. Puis ici, on voit une image, l'action de la pénicilline. Bactéries à gauche avant l'antibiotique, à droite après, on voit clairement l'apparition de trous, de pores, PORES,
dans la paroi bactérienne. Donc, la bactérie va se vider de son contenu, il y a de l'eau qui va rentrer, la bactérie est détruite. OK? Donc, ça, c'est quand tout va bien, quand il n'y a pas de résistance. Et ce sont généralement, OK, je vais le répéter, là, ce sont généralement les bactéries Gram+ qui vont être les plus affectées par ça. Mais une bactérie Gram-, OK, si on donne le bon dosage de pénicilline, elle pourrait, ou de bêta-lactam, la bactérie Gram- pourrait elle aussi être affectée, OK, mais ça va sûrement prendre une dose supérieure à ce que l'on va utiliser contre une bactérie Gram+. OK? Mais Gram- peuvent être affectés par des bêta-lactams. Mais c'est clairement plus les bactéries Gram+ qui le sont. Un autre exemple de bêta-lactam, la vancomycine. OK, regardez, là, c'est pas important que vous appreniez les structures chimiques, là, loin de là, mais moi, je ne veux pas apprendre ça par cœur. Je pense que je pleurerais si on me forçait à apprendre ça par cœur. OK? Ce qui est important de voir, OK, là-dedans, c'est vraiment la taille. OK? Ce sont des molécules qui sont très, très, très volumineuses. Donc, en raison de la taille, OK, en raison de la taille chimique de la molécule, OK, elle n'entre pas facilement dans les pores de la membrane Gram-. Donc, juste là, OK, c'est même pas à cause d'un mécanisme de résistance, c'est juste physique. Okay? La molécule ne peut même pas entrer dans la bactérie Gram-, tandis que la bactérie Gram+, elle n'a pas de membrane externe, donc c'est un petit peu plus facile. L'efficacité de ce médicament-là, okay, utilisé en chirurgie, va être faible si on l'administre de façon orale, donc pour avoir plus de succès, vous allez devoir l'introduire par voie intraveineuse. Et là, je veux vous rassurer. Okay? Je ne vais pas vous demander d'apprendre tout ce chapitre-là par cœur, parce qu'il y a beaucoup d'énumérations d'antibiotiques, d'antiviraux et tout. À l'examen, souvent, ce que je fais, c'est que je mets un tableau avec le nom de l'antibiotique, à quoi il s'attaque, puis son mode d'action, par exemple. Okay? Puis, je vais mettre des mises en situation, puis c'est vous qui allez devoir, disons, interpréter ou aller chercher la bonne information dans cette feuille résumée-là. Okay? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, il ne faut pas étudier. Okay? Il y a des choses que vous devez comprendre qui ne sont pas nécessairement écrites non plus dans le texte, mais vous n'aurez pas à apprendre tout ça par cœur. Okay? Voilà. Céphalosporine, encore une fois dans les bêta-lactams. Donc là, on se répète, mais là, tous les bêta-lactams, c'est tout le temps le peptidoglycane qui est attaqué. Là, on est rendu dans une 5e génération de type d'antibiotiques. Parce que souvent, les générations précédentes, on a moins de succès. Les bactéries deviennent résistantes. Donc, on doit modifier la molécule un petit peu, changer quelques trucs. Ça, c'est les chimistes qui font ça. Puis là, voir si l'antibiotique, de 1, déjoue le mode de résistance de la bactérie et a une efficacité contre la bactérie pathogène, puis aussi n'a aucune toxicité pour la personne qui le consomme. Donc, céphalosporine, l'exemple, les noms commerciaux, des fois, je dis le nom de la molécule chimique, des fois, je vais donner le nom aussi de la molécule, pas de la molécule, mais du nom commercial, parce que souvent, à l'hôpital, vous allez utiliser plus le terme commercial. Voyons, j'ai de la misère aujourd'hui. Donc, lui aussi, c'est tout le temps avant ou pendant la chirurgie. Okay? Des fois, avant une chirurgie, c'est de façon prophylactique. On veut éviter que, par exemple, soit des bactéries de la peau ou de la bouche, parfois aussi, puissent avoir accès à la circulation sanguine et aillent causer des problèmes ailleurs. Donc, en prenant l'antibiotique, on limite ça. Puis, lui aussi, ça va être intraveineux. Piperacilline tazobactam, encore une fois utilisé en chirurgie. Puis là, ce que je dis là, je ne l'invente pas. Là. Okay? C'est vraiment de l'information que j'ai eue de vos profs en soins. Okay? Donc, administré de façon intraveineuse, va être utilisé contre les Gram+ et les Gram-. Donc, on voit que c'est un bêta-lactame, mais il est tout de même à large spectre. Okay? Donc, lui, il va avoir une efficacité plus large que les bêta-lactames comme la pénicilline, par exemple. Autre famille, donc là, on met les bêta-lactames de côté. On va aller voir les aminoglycosides. Certaines revues ou certains manuels vont utiliser le terme aminoside. C'est le même principe. Donc, ici, okay, on bloque la synthèse des protéines. Donc, on attaque les ribosomes. Les exemples, tobramycine, gentamicine, kanamycine et streptomycine. Gentamicine, c'est peut-être celui le plus important là, au niveau milieu hospitalier. Moi, à la maîtrise, je travaillais avec surtout les 3 premiers, mais c'était plus dans le domaine de la recherche. Okay? Mais comme tel, chez l'être humain, c'est plus la gentamicine là, qui va être intéressante parce qu'on va s'en servir pour prévenir ou traiter des infections suite à une chirurgie. Voilà. Puis le dernier point, c'est juste informatif. Là.
pourquoi des fois mycine c'est un Y, des fois c'est un IYY. Donc, ça dépend du micro-organisme qui a produit la molécule. Donc, si c'est Streptomyces, ça va finir par mycine avec un Y, MY, tandis que gentamicine finit, ben pas fini, mais c'est MICINE. Donc là, ça provient d'un autre type de micro-organisme. Mais cette famille-là bloque la synthèse des protéines. Tétracycline, vous allez voir la petite animation à droite, elle l'explique bien. Okay? Dans la synthèse des protéines, donc on a un ARN messager. Ce que vous voyez en orange, c'est le ribosome, ou les deux sous-unités du ribosome. En vert, c'est ce qu'on appelle l'ARN transfert. Puis l'ARN transfert, c'est ici, transporte un acide aminé. Okay? Normalement, quand tout va bien, okay, l'ARN messager, l'ARN transfert, le ribosome, leur job, c'est de fabriquer la protéine. Okay? Donc, on fait des liens entre les différents acides aminés là, qui sont amenés lors de la traduction de la protéine. Mais quand on prend la tétracycline, ce que ça fait, okay, la tétracycline, dans le fond, c'est ce que vous voyez en jaune. Okay? Donc, elle vient, on l'écrit, elle vient bloquer un site de liaison entre l'ARN transfert et l'ARN messager. Donc, ça stoppe la synthèse de la protéine. Dans ce cas-ci, ça c'est une notion importante, cet antibiotique-là, soulignez ça ici, c'est un antibiotique qui est bactériostatique. Donc, techniquement, il ne tuera pas la bactérie, mais il va empêcher la production de protéines, donc empêcher la multiplication de la bactérie. Ce que ça peut permettre de faire, okay, ça peut donner le temps à votre système immunitaire de faire la job, okay, ou on va l'utiliser, la tétracycline, en combinaison avec un autre type d'antibiotique. Puis souvent, les deux vont avoir un effet synergique et la bactérie va être tuée à ce moment-là. Mais tétracycline bloque la synthèse des protéines, mais dans ce cas-ci, c'est un bactériostatique. Okay? Contrairement aux autres qui seraient des bactéricides. Donc, quand ça finit par icide, normalement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on tue quelque chose ou quelqu'un. Okay? Donc, bactéricide tue, bactériostatique, on limite le développement. Les macrolides, okay? On va voir qu'il y a des macrolides intéressants là, pour le traitement des maladies humaines. Donc, dans ce cas-ci, okay, la famille comme telle, okay, c'est encore une fois, on bloque la synthèse des protéines. L'érythromycine, okay, qui est peut-être un des antibiotiques les plus connus de cette famille-là, okay, on les aime bien parce qu'ils pénètrent bien dans les tissus, vont même jusqu'à l'os. Okay? Donc, ça va être un macrolide qui va être intéressant parce que son pouvoir de pénétration est très bon. Vous pouvez aller voir la petite vidéo qui est là pour le mode d'action. Okay? L'azithromycine, qui est un autre type de macrolide, on va l'utiliser pour les infections des oreilles, strep de la gorge, okay? Donc un enfant, les strep de la gorge, ça arrive souvent, diarrhée du voyageur, la tourista ou certaines ITSS. Okay? Puis en combinaison avec la chloroquine, okay? Ou l'hydroxychloroquine, on va traiter le paludisme. Paludisme, rappelez-vous, là, c'est la même chose okay? Que la malaria. Malaria, dans ce cas-ci, okay, attention, ce n'est pas une bactérie, c'est un protozoaire. Donc, le protozoaire peut être affecté par un antiprotozoaire. Okay, et en combinaison avec l'azithromycine, ça va lui nuire encore plus. Okay, donc, ces deux molécules-là vont lui nuire. Rappelez-vous aussi, okay, avec ce qui se passe présentement pour la COVID-19, on a fait des essais. Okay, on a testé l'efficacité de l'hydroxychloroquine contre la COVID-19. Il y a des études qui semblaient montrer que c'était positif, d'autres non. Ce que moi, je perçois, puis avec les recherches et tout, l'effet n'est pas démontré. L'effet positif n'est pas démontré. Okay? Hors de tout doute, du moins. Fait que, comme tel, c'est pas quelque chose qui devrait être prescrit automatiquement, mais peut-être que des fois, on veut essayer des choses parce que, bon, il n'y a plus d'autres moyens de sauver la personne. Pourquoi pas? Okay? Puis dans le cas de la chloroquine, souvent, ça va être son action anti-inflammatoire qui va intéresser le médecin, parce que souvent, au niveau de la COVID-19, c'est ça qui se produit, c'est un gros problème d'inflammation. Mais bref, l'azithromycine avec la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, on bloque le paludisme. Clarithromycine, Biaxin, ça, je suis pas mal certain que la plupart d'entre vous connaissez cela. Okay? Moi, mes enfants, on a pris du Biaxin pour diverses infections. Donc, on est encore dans la famille des macrolides. Okay? Le dosage du Biaxin, okay? Souvent les préparations vont être faites là, en pharmacie.
Dosage et durée du traitement basé sur les conditions de santé du patient ainsi que la réponse à l'antibiotique. Puis pour les enfants, ben, ils vont dire c'est quoi le poids de l'enfant. Okay? C'est, je sais pas moi, 20, 30, 40 kilos, ben, le dosage va varier en fonction du poids. Okay? Parce que le dosage ne dépend pas de la bactérie telle qu'elle. Okay? C'est le poids de l'enfant. Okay? Pour ne pas que son foie, ses reins soient surchargés. Parce que quand on consomme un antibiotique, l'antibiotique ne va pas juste se diriger vers l'endroit où il y a la bactérie puis l'affecter. Ça va partout dans le corps. Okay? Donc, ça, on a trop de la molécule pour le poids de l'enfant, mais il pourrait y avoir intoxication. Les effets secondaires, quand on parle d'antibiotiques, on parle souvent de diarrhée, nausée. Ça, jusqu'à un certain point, c'est pas normal. Okay? C'est plate, mais c'est pas normal. Pourquoi diarrhée, entre autres? Là? C'est que si l'antibiotique, on le prend pour tuer une bactérie pathogène, c'est une chose, mais vous avez déjà plein de bactéries normales, de votre microbiote normal, dans le gros intestin. Puis encore une fois, quand vous prenez de l'antibiotique, c'est pas un missile à tête chercheuse qui cherche la bonne bactérie et la tue. Ça tue toutes les bactéries qui y sont sensibles. D'accord? Donc, quand on a de la diarrhée, ben, c'est parce qu'il y a un débalancement au niveau de notre flore, de notre microflore normale. Puis là, ben, veut pas, ça va purger une partie de ça. Donc, c'est plate, mais c'est pas anormal d'avoir des diarrhées quand on prend des antibiotiques. Si vous prenez d'autres médicaments, okay, puis ça, c'est un petit peu la job du pharmacien, là, de s'assurer qu'il n'y ait pas d'effets néfastes là, ou d'effets antagonistes entre deux médicaments que vous prenez. Donc, ça pourrait avoir un effet, la clarithromycine, un effet néfaste avec la colchicine. Colchicine, c'est un anti-inflammatoire utilisé fréquemment pour des troubles inflammatoires comme la goutte. Okay? La colchicine, d'ailleurs, elle aussi, on l'a essayé contre la COVID avec, encore une fois, plus ou moins de succès. Mais quand quelqu'un a la COVID et qu'il a beaucoup d'inflammation, ça pourrait avoir un effet. Puis la colchicine, en plus, c'est un médicament qui ne coûte pas très cher. Donc, ça pourrait être une solution intéressante là, à plusieurs niveaux. Chloramphénicol, ça, c'est un des antibiotiques peut-être les plus puissants. Lui aussi, il bloque la synthèse des protéines. Okay? Le seul problème, okay, c'est qu'il peut causer de la toxicité. Donc, il peut vous rendre malade, il peut avoir un effet néfaste sur votre santé. On l'aime quand même dans un certain sens parce qu'il va avoir une bonne pénétration lui aussi dans les tissus, même au niveau du système nerveux. Donc, dépendamment de l'endroit dans votre corps où l'infection a lieu, chloramphénicol pourrait être une option. Okay? Là, dans le cas de l'exemple que je vous ai montré, là, c'est des gouttes pour lésion. On s'entend là, que ce n'est pas nécessairement le plus dangereux. Ce n'est pas lui qui va se rendre nécessairement à votre cerveau, mais consommé de façon orale, là, on pourrait avoir des problèmes. Mais chloramphénicol, somme toute, c'est un bon antibiotique à large spectre, mais gros bémol là, sur la toxicité. Okay? Puis le dernier point ici, c'est plus pour les gens, par exemple, en biotech ou en recherche. On va utiliser cet antibiotique-là en combinaison avec la gentamicine pour empêcher la croissance de champignons ou de bactéries dans les... empêcher la croissance de bactéries, dans la croissance de champignons. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Je recommence. Okay. On va utiliser le chloramphénicol et la gentamicine en combinaison pour tuer les bactéries dans un environnement où l'on souhaite faire pousser certaines moisissures ou certaines levures. Voilà, j'espère que c'est plus clair comme cela, quand je prends mon temps et que j'articule. L'incosamide, lui aussi, va être utilisé dans les hôpitaux. Donc, là, c'est pas grave, là, c'est un antibiotique dérivé de la lincomycine. Donc, comme je vous disais, des fois, on a la molécule naturelle qui est produite par une moisissure ou une bactérie. Et en chimie, on va essayer de la modifier un petit peu pour trouver des façons de déjouer les mécanismes de résistance. Donc, encore une fois, on bloque la synthèse des protéines. Clindamycine, c'est un exemple de l'incosamide. Là. Donc, ça ici. Puis, les non commerciaux, vous avez cléocine puis dalacine C. Okay, donc, on a un exemple ici. Là. Utilisé encore une fois en chirurgie contre les infections pulmonaires, cutanées, sanguines et du système reproducteur féminin. Ça, c'est un résumé. Okay, ça ressemble un petit peu à l'image qu'on a vue tout à l'heure. Donc, les mécanismes d'action des antibiotiques qui bloquent la synthèse des protéines. Donc, vous avez plein d'informations là, sur ça. Donc, les macrolides, chloramphénicol, tétracycline, etc. Donc, c'est, dans le fond, une image qui synthétise ce qu'on a vu depuis ça ici. Okay? Donc, les aminoglycosides, tétracycline, macrolides, chloramphénicol, l'incosamide, on les voit ici, leur mode d'action.
Polymyxine B, je n'ai glissé un petit mot tantôt, puis j'ai mis une photo à l'appui. Donc, dans le polysporin, vous pouvez regarder à la maison si vous en avez ou à la pharmacie. Ça va être écrit agent actif polymyxine B. Parfois, il y a aussi un antifongique dans certains polysporins. Donc, des fois, il va y avoir une autre molécule. Mais polymyxine B, c'est une molécule qui, dans le fond, attaque la membrane cellulaire. Les inhibiteurs maintenant de synthèse d'acide nucléique, donc autre groupe d'antibiotiques. J'en ai parlé tantôt, rifampicine et quinolone. En fait, la famille rifamycine, l'exemple rifampicine, c'est lui que j'ai pris quand j'étais au secondaire parce qu'il y avait eu un cas de méningite dans mon groupe scolaire. Pas nécessairement dans ma classe, mais dans mon niveau scolaire. Je pense qu'on était en secondaire 1 ou 2. Le gars qui était malade, était très malade, mais il a survécu à l'infection. Donc ça, c'est positif. C'est pour ça que je ne me gêne pas pour en parler. Mais ce qui a été particulier là-dedans, c'est que, toutes les personnes qui avaient été en contact de près ou de loin avec cette personne-là, donc dans les classes, à la cafétéria, dans l'autobus, tout le monde a dû prendre de cet antibiotique-là. Puis c'est quand même particulier parce qu'on était je pense, des dizaines à faire une file d'attente là, au CLSC à Thetford pour avoir notre antibiotique. Puis, dans les semaines qui ont suivi, là, tout le monde s'est mis à faire pipi orange, à suer orange, à pleurer orange, parce que l'antibiotique colore les fluides corporels. Donc, on s'entend que des gars qui vont aux urinoirs, puis tu sais qui prend l'antibiotique parce que ça urine orange. Quand tu vas dans ton cours de gym, c'est peut-être pas le temps de mettre un chandail blanc parce qu'il va sortir un petit peu plus orangé, etc. Mais bon, on en rit, mais c'était quand même pour une cause importante. La personne aurait voulu mourir ou être affectée par une méningite. Là. Fait que si c'est le seul désagrément qu'on a eu d'avoir de la sueur puis de l'urine orange, c'est quand même pas si pire. Voilà. Fluoroquinolone et quinolone, il y a des dangers. Pas juste de résistance, il y a des dangers pour votre santé. Quand quelqu'un prend des antibiotiques comme ceux-là trop fréquemment, il peut développer des problèmes articulaires, donc au niveau des tendons, des ligaments, et il peut aussi avoir, puis c'est quand même pas bénin, là, des problèmes neurologiques. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil là-dessus, là, sur l'article que j'ai mis là. On a réalisé ça beaucoup auprès de soldats. Par exemple, des soldats américains et canadiens qui étaient déployés pendant de longues périodes à l'étranger, qui prenaient peut-être trop souvent ou plus souvent de la ciprofloxacine pour diverses infections. On a réalisé qu'il y avait des conséquences à ça. Puis souvent, on le réalise plus tard, là, donc quelques années plus tard, les articulations sont plus fragiles, des problèmes au niveau neurologique. Fait que c'est ça. Une fois de temps, moi, je l'ai pris une fois dans ma vie, fait que je pense que, en tout cas, je pense pas avoir trop de séquelles, là, je crois, mais il faut faire attention à ça. Donc, norfloxacine, ciprofloxacine sont des exemples. Très large spectre, gramme plus, gramme moins. Bonne pénétration dans les tissus. Innocuité chez l'adulte. Ça veut dire que généralement, tu n'as pas de problème immédiat. Mais là, je viens de dire qu'à moyen terme, ça peut être problématique. Mais déconseillé aux enfants, ados et femmes enceintes car nuit à la croissance du cartilage. Donc, quand on est en développement, ou si la femme est enceinte, donc elle a un fœtus dans son ventre, là, ça peut nuire à la synthèse des cartilages. Déjà, je vous disais, pour certains groupes de personnes, ça peut altérer les tendons, ligaments et tout. Les tendons, ligaments là, sont fabriqués en très grande partie à partir de cartilage. Puis, on va l'utiliser en chirurgie. Petite vidéo, si vous voulez aller voir comment des bactéries deviennent résistantes à cette famille d'antibiotiques-là, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Les antiviraux, interférons, rappelez-vous, c'est une molécule qu'on produit nous-mêmes dans notre système immunitaire. Lorsqu'on est infecté par un virus, nos cellules autour de la cellule infectée vont produire de l'interféron. Le système immunitaire va produire de l'interféron, donc la réponse va être orientée contre le virus. Dans certains cas, on pourrait même en administrer par voie intraveineuse à un patient ou une patiente pour l'aider à lutter contre des virus. Acyclovir peut servir à bien des choses, contre l'herpès, entre autres, plusieurs infections virales, buccales, on va utiliser de l'acyclovir. Zidovudine contre le VIH. Docozanol, ça c'est l'Abreva. Puis si vous avez déjà acheté de l'Abreva, là, c'est comme un tube qui est gros comme ça puis qui coûte comme 15-20$. En tout cas. Mais bon, l'Abreva comme tel ne va pas éliminer le virus de votre système,
mais va limiter sa reproduction. Donc, si vous sentez déjà les petits picotements qui précèdent l'éruption cutanée, là, donc si on commence à l'appliquer assez tôt, normalement, la lésion qui va être produite va être moins grosse, moins importante, moins douloureuse. Donc, ça peut, disons, diminuer l'impact négatif de l'infection par le virus de l'herpès buccal. J'ai mis un petit article, si vous voulez aller voir les nouveaux médicaments contre le VIH, ça peut être intéressant, mais j'en glisse juste un mot ici. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Okay? Puis quand ça sort dans une revue comme Cell, c'est comme une des top revues, okay, avec Science et Nature. Donc, c'est des revues scientifiques importantes. Donc, il y a un médicament antiviral basé sur une protéine, okay, AGO4, okay, ou Argonaute 4. C'est une protéine humaine. Okay? Puis on se contente. Ce que l'on est en train de réaliser, c'est que beaucoup de virus vont utiliser, okay, ou peuvent utiliser cette protéine-là comme point d'attache sur vos cellules. Donc, si on pouvait trouver un médicament là, qui bloque l'attachement des virus à cette protéine-là, ben, peut-être qu'on pourrait trouver c'est pas un vaccin, mais un médicament qui pourrait être efficace ça, contre plusieurs espèces virales. Donc, ça serait intéressant. Ici, c'est juste le mécanisme d'action de l'aciclovir. Donc, ce qu'il va venir faire, c'est mimer l'apparence de certains nucléotides. Donc, il va nuire à la réplication du génome viral. Donc, dans le fond, on le voit un petit peu ici, là. Donc, vous avez l'aciclovir qui n'a pas nécessairement la même forme, okay, que la molécule normale. Donc, on va avoir une mauvaise lecture, réplication du génome viral, puis ça va la bloquer. Le remdesivir, ça c'est... Ben, la molécule comme telle n'est pas relativement nouvelle, mais c'est revenu dans les discussions au mois d'août 2020 parce que ça a été le premier médicament autorisé par Santé Canada pour le traitement de la COVID-19. Et là, j'explique. Okay? Il n'y a pas un remède miracle pour la COVID-19 encore. Là. Okay? Remdesivir, c'était un ancien médicament qu'on avait développé pour lutter contre Ebola. Puis là, avec la pandémie de COVID-19, ben, les gens se sont mis à essayer n'importe quoi contre ce virus-là. Okay? L'hydroxychloroquine, la colchicine, remdesivir. Remdesivir, on a remarqué que ça augmentait les chances de survie de, je pense, c'est 25 à 30 okay? Donc, un tiers de chance plus de survie. C'est déjà très bon. Okay? Ce n'est pas miracle, mais c'est déjà très bon. Cependant, okay? C'est pas un cependant à la légère, là, il est utilisé seulement pour les cas graves. Donc, c'est pas si, par exemple, vous avez eu, je sais pas moi, la malchance d'avoir un diagnostic positif. Là. Vous testez positif pour la COVID, ça ne donne rien d'aller broyer à votre médecin et de lui demander de vous prescrire du remdesivir. Ça ne change rien. Okay? En fait, ça peut peut-être même être dangereux. Parce que le remdesivir va être utilisé seulement pour les cas graves, donc les patients hospitalisés, okay, aux soins intensifs, puis seulement aux personnes de 12 ans et plus et qui ont un certain poids. Okay, donc, pour éviter encore une fois les toxicités. Je me suis amusé cet été, okay, à faire une belle petite vidéo explicative sur comment le remdesivir, donc comment le médicament fonctionne. Okay? Ce qu'il va faire, en gros, là, on le voit sur l'image à droite, c'est qu'il va nuire, lui aussi, à la synthèse des protéines en interférant au niveau de l'ARN viral. Okay? Donc, vos ribosomes vont avoir de la difficulté à lire ces ARN messagers-là, donc la protéine ne pourra pas être produite. Voilà. Mais allez voir la petite vidéo. Okay? Je mettrai le lien, de toute façon, soit... Voyons. En haut ici, vous devriez voir quelque chose apparaître. Sinon, je vais mettre un lien à la fin de la vidéo. Les antifongiques maintenant, donc là, on a vu les antibactériens, les antiviraux. Là, on va aller voir ce qui s'attaque aux levures et aux moisissures. Donc, on a des grandes familles, là, les polyènes, les azolées, puis les gréséofulvines. Dans les polyènes, on a l'amphotéricine B, qui va attaquer une structure qui est spécifique aux moisissures, qu'on appelle les stérols. Okay? Fait que ça, encore une fois, quand on trouve une molécule qui s'en prend à une structure spécifique du micro-organisme cible, c'est intéressant. Parce que quand vous allez consommer ou on va vous injecter ce médicament-là, vos cellules ne pourront pas être affectées parce qu'on s'en prend à quelque chose de spécifique. Les azolés, okay, miconazole, entre autres, okay, vont être utilisés là, pour traiter le pied d'athlète,
les vaginites. Donc, encore une fois, on va inhiber la synthèse de l'ergostérol. Donc, encore une fois, le même principe. On s'attaque à une structure spécifique des mycètes. Griséofulvine, elle bloque la mitose, donc la division des mycètes. Puis, on va l'utiliser pour les infections du cuir chevelu ou des ongles, les fameuses mycoses des ongles, okay, dont on voit les publicités à la télé. Donc, on utilise des antifongiques comme ceux-là. Donc, je reviens sur l'amphotéricine B, okay, donc souvent utilisé de façon intraveineuse pour traiter des infections systémiques. Okay, donc, ce n'est pas nécessairement juste pour une petite infection localisée au niveau de la peau ou de l'ongle. Donc, on pourrait le mettre de façon intraveineuse parce que certains mycètes pourraient se retrouver dans le sang, se retrouver au niveau des poumons. Donc, on va prendre des moyens un petit peu plus forts là, pour traiter ces infections-là. Antiprotozoaire et antibactérien, donc lui, c'est un peu un mélange des deux. Okay? Le métronidazole, okay? Ou le nom commercial, c'est le Flagyl. Dans ce cas-là, on peut traiter trichomonas. Okay? Ça, c'est ce que vous voyez ici. Trichomonas, dans le fond, c'est le protozoaire qui cause ou qui peut causer des vaginoses. Okay? Donc, son nom, encore une fois, c'est Trichomonas vaginalis. Okay? Donc, peut causer des infections au niveau vaginal. On va utiliser aussi le flagelle contre les amibes et contre des bactéries anaérobies. Okay? Puis on l'utilise d'ailleurs en chirurgie, okay? Pour les clostridium, entre autres. Autre antiprotozoaire, ben là on se rappelle chloroquine, hydroxychloroquine. Vous avez la mifloquine aussi, okay? Non commercial, l'Ariam. Donc, ce sont des médicaments que vous prenez idéalement, okay? Avant d'être infecté. Par exemple, quand je suis allé au Guatemala ou au Pérou, on devait prendre des comprimés, dans mon cas, c'est l'hydroxychloroquine. Donc, c'était un comprimé par semaine, puis on commençait une semaine avant le départ. Donc, on veut que la molécule soit présente dans notre sang dès qu'on arrive dans le pays visité. On prenait une pilule, puis là, je dis on parce que mes élèves étaient là aussi. Donc, on prenait une pilule par semaine. C'était tout le temps le dimanche midi, tout le monde ensemble, comme notre petite messe, okay, médicamenteuse. Donc, on prenait notre médicament. Puis 3 semaines au retour aussi, okay, on devait en prendre parce que si jamais on se faisait piquer, parce que la malaria est transmise par un moustique, si on se faisait piquer la dernière journée du voyage, bien, on voulait que la concentration de médicaments soit encore très bonne pendant un certain temps, le temps justement d'éliminer toute trace de protozoaire, si protozoaire il y a, dans notre sang. Sur l'image que vous voyez à droite, okay, donc on voit les zones où la chloroquine a encore un effet, disons, normal. En rouge, il y a de la résistance à la chloroquine, puis en noir, okay, donc c'est ici, là, il y a de la résistance même à la mifloquine. Si vous regardez la carte, okay, Amérique du Nord, à part le Mexique, on n'est pas pire. On ne le voit pas sur la carte, là, mais la République dominicaine est un endroit où il peut y avoir de la malaria aussi. Donc, si vous avez l'intention d'aller dans un voyage de plage, de plaisance dans cette région-là, c'est peut-être quelque chose à considérer. Si, par exemple aussi, okay, vous voulez visiter le Pérou, ben, en fonction de l'endroit dans le pays où vous allez, vous pourriez ne pas avoir à prendre de chloroquine. Si vous allez au nord, donc dans la région amazonienne, il y a des moustiques, il y a de la malaria, donc ça vaut la peine de prendre le médicament. Mais si vous allez seulement dans les régions montagneuses comme à Cusco, Machu Picchu, ou même dans des régions peut-être plus désertiques, il n'y a pas de moustiques ou très très peu. Okay? Je serais pas mal safe de dire qu'il n'y en a pas. Là. Fait que si vous ne faites pas piquer, ben, vous ne pouvez pas être malade. Okay? D'ailleurs, en altitude, il n'y a pas de moustiques parce qu'ils ne tolèrent pas cette pression-là. Puis dans le désert, ben, ce n'est pas un environnement idéal pour les moustiques. Fait que, en fonction d'où vous allez dans un même pays, vous pourriez ou non être appelé à prendre la chloroquine. Ça, c'est une petite vidéo. Okay? Je mettrai encore une fois le lien, soit en haut de la page, je le mettrai à la fin, ou je vous l'enverrai à part. Sinon, si vous avez le document PowerPoint sur Léa, cliquez sur le lien vidéo. C'est une entrevue que j'ai faite avec un ancien étudiant du cégep que j'avais eu en biotech, qui est maintenant pharmacien, puis il étudie aussi à la maîtrise. Puis il nous parle de ce qui se passe avec la COVID. C'est une entrevue que j'ai faite en juin dernier, mais c'est encore très pertinent. Donc, il explique tout ce que ça a changé au niveau des soins de santé là, en pharmacie, cette COVID-là, les médicaments qui étaient essayés. Okay, donc, c'est ça. Allez voir ça. Puis il est sympathique, Julien. Donc, ça vaut la peine d'aller voir cette petite capsule. Anti-helminthes, donc les anti-vers. Vous n'en voulez pas de vers, mais ça pourrait un jour que vous en ayez. Donc, il y a des médicaments qui se vendent pour ça.
Niclosamide, OK, donc va inhiber la production d'ATP, donc la source d'énergie du verre, utilisé chez l'humain et chez les animaux aussi. Donc, un vétérinaire pourrait donner ça à des animaux. Puis le praziquantel qui perturbe la perméabilité membranaire, lui aussi va être utilisé pour traiter certaines infections par des vers. Okay? Puis vous reconnaissez peut-être ici le ver solitaire. Combantrin, j'en avais parlé quand on a fait le chapitre sur les vers. Okay? Si vous vous rappelez de ces vers-là, les oxyures, donc les petits vers très petits là, qui pondent leurs œufs dans la région périanale. Un de mes garçons avait eu ça, puis ben, tout le monde dans la maison chez nous, on avait pris un comprimé de Combantrin pour éliminer le tout. Moi, peut-être que je n'étais pas contaminé, mais pour s'assurer que tout le monde élimine le verre en même temps, si on en avait, je dis le verre, les verres, tout le monde en a pris. Okay? Puis on a lavé la salle de bain correctement. Donc, dans ce cas-ci, on ne tue pas nécessairement le verre, on va le paralyser. Okay? Et la personne va les éliminer dans ses selles par la suite. Okay? Si vous êtes difficile, il y en a même au chocolat. Pas besoin d'une prescription, mais ce n'est pas en vente libre comme tel. Donc, vous devez aller au comptoir de prescription, demander pour du Combantrin, expliquer votre problème, puis normalement, le pharmacien va vous en donner. Ça a été notre cas du moins. Ici, donc, ça termine la liste des différents antimicrobiens que je voulais voir avec vous. C'est sûr qu'il y en a plein d'autres. Okay? Mais là, on aurait pu en parler pendant 6 semaines, des antimicrobiens. Fait que je n'ai présenté quelques-uns, j'ai présenté les principaux, okay, avec les réponses que j'avais eues de vos profs en soins, de quelles sont les molécules les plus utilisées. Là, maintenant, je vais vous montrer les différentes choses qu'on fait à partir des antibiotiques. Par exemple, quand on veut déterminer le niveau de résistance d'une bactérie à un antibiotique donné, on peut faire ça ici, donc un antibiogramme. Il y a plusieurs antibiotiques que l'on voit là. Okay? On place dans le fond, on fait un tapis bactérien sur toute la surface de la gélose. Donc, on ne voit pas encore les bactéries, mais on sait qu'elles sont là. On place les pastilles d'antibiotiques et on met la gélose à l'incubateur. Après 24-48 heures, là, vous voyez de la croissance bactérienne un peu partout, mais il y a des zones d'inhibition. Et plus le diamètre d'inhibition est grand, plus la bactérie sera sensible à l'antibiotique. Donc, si vous regardez l'image qui est là, lequel ou lesquels les antibiotiques vous utiliseriez pour traiter cette bactérie-là, bien, moi, j'irais avec celui-là ici, probablement gentamicine. Puis le NET, honnêtement, je ne pourrais pas vous dire c'est lequel, là, mais je prendrais ceux-là. Lequel je ne prendrais pas pour traiter une infection due à cette bactérie-là? Celui-là ici, parce que vous voyez, il n'y a presque pas d'inhibition. Okay? Les bactéries sont peu affectées par cet antibiotique-là, donc ce n'est pas un bon choix pour traiter cette bactérie-là. L'autre est plus intéressante comme technique parce qu'elle vous donne la concentration précise d'antibiotiques à laquelle la bactérie va être sensible. Donc, on voit la zone d'inhibition. Mais là où on rejoint, donc là où la bactérie et la bandelette se rejoignent, ça nous donne la concentration. Donc, 0,064 microgrammes par ml d'antibiotiques que ça prend pour tuer cette bactérie-là. Donc, clairement, ce n'est pas une bactérie qui est résistante à cet antibiotique-là. Okay? Elle pourrait l'être à d'autres, mais pas à celui-là. Pour qu'une bactérie soit considérée résistante, il faut qu'elle tolère au minimum 2 microgrammes par ml d'antibiotiques. Certaines bactéries sur lesquelles j'ai travaillé, Pseudomonas aeruginosa, étaient résistantes à des concentrations supérieures à 2500 microgrammes par ml. Ce que ça veut dire, c'est que si on avait voulu tuer la bactérie avec des concentrations aussi fortes d'antibiotiques, ben on aurait tué le patient parce qu'on l'aurait intoxiqué. Okay? Son système, tout aurait lâché. Son foie, ses reins, son cœur, tout. Okay? Fait que c'est pas une bonne stratégie. Des fois, ça c'est le fun, okay? On utilise des antibiotiques en synergie, donc en combinaison. Donc si vous regardez par exemple, j'ai l'antibiotique qui est ici, qui a une certaine efficacité. L'antibiotique qui est là a une efficacité moindre, mais la zone qui est là résulte de la coopération entre les deux. Okay? Donc l'antibiotique qui est ici aurait dû s'arrêter là, mais cette zone-là, c'est son effet synergique. Même chose ici, effet synergique entre lui et lui. Et ici, effet synergique entre lui et lui. Entre ces deux-là, il n'y a pas d'effet synergique. Les deux sont efficaces contre la bactérie, okay? Mais il n'y a pas d'effet synergique, donc les deux n'ont pas combiné leur force. Ce qu'on ne veut pas,
c'est avoir un effet antagoniste. On veut de la synergie. Okay? Synergie, imaginez ça, c'est 1 plus 1 donne 3. Okay? Donc, les forces combinées de deux substances sont plus grandes que la simple addition de leurs forces individuelles. Antagoniste, c'est si un antibiotique nuit à un autre ou un médicament nuit à un autre. Okay? Ça, on ne veut pas ça. Ça, vous pouvez le lire. Okay? C'est des exemples que je donne où on fait un mauvais usage des antibiotiques. Okay? Il y a des sondages qui ont été faits, par exemple, ça c'est en Australie. On demandait à des médecins qu'est-ce qu'ils prescrivaient pour une otite moyenne. Puis la plupart des gens disaient, bon, nous, on prescrit ça, ça, ça. Mais, okay, les otites, en fait, c'est otite externe, j'ai dit moyenne, mais c'est externe. Une grande quantité de ces infections-là sont dues à cette bactérie-là, okay, Pseudomonas aeruginosa. Mais l'antibiotique qui était largement prescrit était contre des bactéries Gram+. Donc, c'était même pas contre la bonne bactérie. Donc, de un, il n'y avait pas de vérification qui était faite à savoir quelle bactérie infecte le patient. Puis de deux, ben, on ne donnait même pas la bonne variété d'antibiotiques pour traiter la bactérie qui était en cause. Donc, ça, c'est un mauvais usage parce que cette bactérie-là n'était pas affectée, donc la personne était malade, souffrait encore. Okay? Et en prenant un antibiotique, on élimine des bactéries de la flore normale, donc on crée peut-être plus de problèmes qu'on en règle. Donc, dans un monde idéal, okay, quand un médecin prescrit un antibiotique, il devrait faire un prélèvement, l'envoyer au laboratoire et confirmer que c'est bel et bien la bactérie qu'il suspecte qui cause la maladie. Je donne un exemple de mon médecin de famille qui fait une bonne job là-dessus. Quand mes enfants avaient des maux de gorge, ce qu'elle faisait, donc elle faisait un prélèvement, envoyait ça au laboratoire. Elle nous donnait une prescription d'antibiotiques, puis on commençait l'antibiotique. Le lendemain, si le résultat était négatif, donc si elle réalisait que ce qui causait le mal de gorge de mon enfant n'était pas une bactérie, ou du moins pas la bactérie qu'elle croyait, elle nous appelait à la maison et elle disait « Cessez de prendre l'antibiotique, ça ne marchera pas, ce n'est pas la bonne chose ». Mais au contraire, si on validait son hypothèse, donc que la bactérie était par exemple un streptocoque, puis c'est un antibiotique contre le streptocoque qu'elle nous avait prescrit, donc là, elle pouvait nous appeler et dire OK, j'ai confirmation, votre garçon a un streptocoque au niveau de la gorge, poursuivez le traitement antibiotique, donnez-le sur toute la période prescrite, donc c'était généralement 10 jours, puis on n'aura pas de problème. Donc, il faut que les médecins fassent leur part là-dedans là, pour éviter qu'il y ait de la résistance qui se développe ou qu'on ait des problèmes de santé. Donc, il ne faut pas prendre un antibiotique là, comme on prend une pastille. Ce sont des molécules qui peuvent avoir des conséquences graves sur votre santé, si ce n'est pas bien dosé, mais aussi sur le développement de bactéries résistantes. D'autres exemples de mauvais usage, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais les antibiotiques, on les utilise aussi contre des infections qui affectent les animaux de ferme. Donc, si on administre beaucoup d'antibiotiques là, au porc d'élevage, au bœuf d'élevage, au poulet d'élevage, bien, éventuellement, de un, ça crée de la résistance dans les bactéries qui infectent ces animaux-là, mais de deux, ces antibiotiques-là peuvent se retrouver dans notre alimentation. Okay? D'ailleurs, il y a beaucoup de compagnies alimentaires maintenant qui vont le dire, là, je pense AEW entre autres, là, disent notre poulet élevé sans antibiotiques. Okay? Donc, leur burger au poulet, il n'y a pas d'antibiotiques dedans. Fait que ça, c'est des bonnes choses. Okay? Fait que maintenant, il y a même un marketing qui se fait autour de ça pour dire, OK, nous, notre bouffe, il n'y a pas d'antibiotiques dedans. D'ailleurs, des études en Chine qui ont été faites. Okay? Donc, il y a beaucoup de résistance à la colistine, polymyxine, okay? Parce qu'on utilise massivement ces antibiotiques-là, entre autres avec les animaux. Autotoxicité, qu'est-ce que c'est? Okay? Donc, l'effet néfaste de certains antibiotiques sur l'oreille. Okay? Et là, l'oreille, il y a deux de nos sens un peu qui dépendent de ça. Là. Donc, l'audition, donc littéralement écouter ou entendre, puis l'équilibre. Okay? Donc, si quelqu'un prend certains antibiotiques, ou bien une femme, okay, pendant le développement de son fœtus, ou chez les personnes âgées, bien, ça peut entraîner okay, des problèmes au niveau de l'oreille. Donc, ça peut être, encore une fois, au niveau de l'équilibre ou de l'audition. Fait que je vous envoie dans le Merck Manual, okay, puis vous pouvez aller voir. Okay. Donc, les facteurs affectant l'autotoxicité comprennent donc la dose du médicament, la durée de la thérapie, l'insuffisance rénale qui en suit, débit de perfusion, dose, nanana. Puis là, vous avez les différents antibiotiques qui peuvent causer ça. Donc, parmi les aminosides ou aminoglycosides, streptomycine, néomycine, kanamycine, gentamycine, okay, on en parlait tantôt, Tobra, vancomycine, azithromycine, okay, donc, puis c'est ça, il explique un petit peu ce qui arrive là. Fait que vous en avez quand même beaucoup, okay, puis on explique quoi faire pour éviter ça. Donc, allez lire ce texte-là, c'est intéressant, ça ajoute beaucoup à vos connaissances.
Maintenant, comment les enzymes, oui, comment les bactéries deviennent-elles résistantes aux antibiotiques? Bien, il y a plusieurs façons. Okay? Il peut y avoir des enzymes. Donc, on peut le voir, par exemple, sur soit les petites billes rouges, les petites billes vertes. Là. Ces enzymes-là, ce qu'elles vont faire, ou ce qu'elles peuvent faire, okay, c'est agir un petit peu comme des ciseaux. Donc, vous avez l'antibiotique qui arrive, puis la bactérie produit cette enzyme-là, et l'enzyme, par exemple la pénicillase ou bêta-lactamase, arrive puis coupe l'antibiotique, le brise, donc l'effet n'est plus possible. Donc, la bactérie est maintenant devenue résistante. Je vais commencer par ces deux-là. Okay? Donc, l'enzyme. L'autre, c'est la pompe à efflux. Okay? La pompe à efflux, c'est quoi? Ben, l'antibiotique entre, puis la pompe, son nom le dit, on fait sortir l'antibiotique. Donc, même si on a une bonne pénétration de l'antibiotique dans la bactérie, elle fait juste l'expulser. Donc, la bactérie va être résistante. Cette structure-là, la pompe à efflux, est justement une des structures qu'on n'étudie pas moi nécessairement, mais des gens dans mon laboratoire à la maîtrise on étudiait parce que la bactérie, Pseudomonas aeruginosa, qui devenait de plus en plus résistante là, et qui infectait surtout les patients atteints de fibrose cystique, elle possédait cette fameuse pompe-là. Okay? Puis, à la base, okay, un petit peu le truc historique puis évolutif de la chose, cette pompe-là, pour la bactérie, elle servait à autre chose. Mais à cause de petites mutations, de petits changements, maintenant, elle expulse des antibiotiques. C'est fou, là. Okay? Donc, des fois, c'est de la sélection qu'on fait à partir des antibiotiques. Donc, juste les bactéries résistantes survivent, puis c'est eux qui prennent toute la place par la suite. Mutation, okay? On prend un exemple. Supposons que ça, c'est une protéine bactérienne. Okay? C'est bien simple. Puis ça, c'est l'antibiotique. Normalement, l'antibiotique donc, va aller se fixer là, va nuire à la fonction de cette protéine-là chez la bactérie, puis la bactérie va mourir. Mais supposons qu'il y a une mutation dans l'ADN, okay, et que la protéine produite maintenant a l'air de ça. Okay? Donc là, on administre l'antibiotique, mais là, l'antibiotique n'entre pas. Il n'y a plus sa place. Okay? Donc, qu'est-ce qui arrive? La bactérie est résistante. Il faut, toutefois, puis ça c'est important, que la protéine, même si elle est un peu déformée, qu'elle puisse quand même faire son travail normal. Parce que si la mutation fait en sorte que la bactérie ne peut plus faire son travail, bien là, la bactérie meurt de toute façon. Mais si la mutation n'est pas létale et qu'elle empêche l'antibiotique de faire sa job, bien là, la bactérie est maintenant résistante. Donc ça, c'est l'exemple de mutation. Le plasmide, il est là. Okay? Puis un plasmide, on l'a vu dans le cours sur les bactéries, c'est un ADN circulaire indépendant, souvent porteur d'un gène de résistance. Donc, ce que ça veut dire, regardez bien. Sur le plasmide, qui est de l'ADN, je pourrais avoir une séquence, un gène, qui code pour la production de cette enzyme-là. Je pourrais avoir un gène qui code pour la production de cette enzyme-là, ou je pourrais avoir un ou des gènes, parce que souvent, les pompes à efflux, c'est plusieurs gènes qui sont impliqués, qui va permettre de produire ça. Donc, le plasmide, dans le fond, c'est comme le manuel d'instruction qu'une bactérie se fait donner pour fabriquer ses outils de résistance aux antibiotiques. Puis rappelez-vous, okay, certaines bactéries peuvent produire un pilus, donc les piliers de conjugaison. Puis, supposons que j'ai mon plasmide ici, ben, elle peut l'envoyer une copie à l'autre bactérie. Donc là, j'aurais deux bactéries qui seraient résistantes maintenant. Okay? Donc ça, c'est quand même quelque chose. Le petit vidéo, pourquoi j'ai mis plein de petits points? Je vais aller voir avec vous, je suis curieux. J'essaie de me rappeler c'est quoi la vidéo comme telle. What would you say if we told you that humanity is currently making a collaborative effort to engineer the... Okay. Pourquoi j'ai mis plusieurs points d'exclamation? C'est que cette page-là, okay, je peux vous la montrer, là. Je pense que j'ai déjà parlé de toute façon. Kurzgesagt, je ne sais pas comment le dire, mais in a nutshell, ils font plein de vidéos hyper intéressantes. Okay? Puis dans ce cas-ci, ils expliquent la résistance aux antibiotiques. C'est en anglais, mais c'est extrêmement bien vulgarisé. Les images sont super belles. Donc, prenez le temps, allez voir ça. Okay? Ça va réexpliquer ce que moi, je viens de vous montrer, mais peut-être avec de plus beaux dessins que mes petits dessins boboches comme ça. C'est pas bon dessin, je suis désolé. Donc ça, excusez-moi les barbeaux, mais on voit justement la pompe à reflux dans une bactérie gramme-moins. Donc, il y a la membrane cellulaire. Peptidoglycan serait ici, puis la membrane externe est là. Puis, dans le fond, la pompe à reflux, elle est formée de 3 protéines différentes qui sont assemblées et ça fait littéralement un tunnel. Okay?
à travers la paroi bactérienne. Donc, l'antibiotique entre, mais il est réexpulsé aussitôt. Donc, ça, c'est d'autres vidéos. OK, si vous voulez encore une fois parfaire vos connaissances, allez jeter un coup d'œil. On n'en sait jamais assez. OK, soyez curieux. Apprenez des choses. OK? Moi, je trouve ça intéressant. À quelque part, ça va faire partie de votre métier d'être renseigné pour pouvoir informer vos patients et tout ça. C'est clair que vous n'irez peut-être pas dans le détail pour leur parler des pompes à efflux. OK? Mais si on comprend tous ces mécanismes-là, on peut être plus en mesure de lutter contre les bactéries et de lutter contre les bactéries résistantes. Oui, je suis parti fou là. Allez voir ça. OK, ça, c'est un petit peu plus long. C'est l'émission Découverte à Radio-Canada. C'est extrêmement bien fait. Ça, c'est en français, fait que c'est un avantage aussi. OK? Mais on explique la résistance aux antibiotiques. Puis écoutez, donc, ce qui est intéressant là-dedans, OK? Le 11 mars 2018, donc c'est là où l'émission Découverte a été faite. Mais ce qui est dit là-dedans, déjà à l'été 2000, OK? Moi, j'avais écrit un article dans une revue à l'université. J'avais gagné un prix à cause de ça. Puis c'est exactement la même chose. Donc déjà en 2000, cette réalité-là existait de la résistance aux antibiotiques puis de tous les problèmes que ça pourrait amener. Donc c'est encore d'actualité. C'est triste, OK? Mais on espère que l'humanité va trouver des façons de régler ça. Ici, petit schéma intéressant. OK? À gauche, vous avez la date à laquelle un antibiotique est découvert et à droite, vous avez la date à laquelle on a trouvé des premières résistances. Donc, pénicilline, par exemple, ça a pris peut-être une vingtaine d'années avant d'avoir de la résistance, mais vous remarquerez que certains antibiotiques, la pente est moins abrupte. Regardez bien ici. Lévofloxacine, découverte en 96, premier cas de résistance en 96. OK? Fait que, tu sais, vancomycine a eu quand même une bonne run, mais déjà au début des années 2000, il y avait de la résistance aussi. OK? Donc, jetez un œil là-dessus. Ça représente beaucoup de morts aux États-Unis, des problèmes en agriculture, bref, il y a plein de choses tristes qui sont arrivées, mais en même temps, les antibiotiques ont sauvé plein de vies. Donc, il ne faut pas voir les antibiotiques, la résistance aux antibiotiques comme étant des problèmes. Ce sont des outils que l'on doit utiliser pour sauver des vies. Oui, il y a de la résistance qui se développe, mais l'être humain a cette capacité-là de toujours trouver quelque chose d'autre pour régler ces problèmes-là. Donc, il faut juste se creuser les méninges un peu, puis on va y arriver. Ici, ça, c'est une culture bactérienne qui a été faite sur Pseudomonas aeruginosa. Puis, on a fait des tests sur tous ces antibiotiques-là. Ça, c'est un rapport d'analyse. Puis, regardez, résistant à tout. Fait que ça, c'est le genre de bactéries. Souvent, un pathogène opportuniste là, qui s'est installé dans les poumons de quelqu'un ou sur la peau de quelqu'un, puis là, il n'y a plus grand-chose qu'on peut faire. C'est triste. Fin de l'ère des antibiotiques, je ne veux pas être dramatique, je pense pas. On va tout le temps trouver quelque chose. Mais veut pas, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, il y a plein de ce qu'on appelle les super bugs, les super bactéries ou les bactéries multirésistantes, dont le SARM, Staph aureus résistant à la méticilline, ERV, entérocoque résistant à la vancomycine, ERC, entérobactéries résistantes au carbapénème, les STEC, donc des Shiga Toxin Producing E. coli, donc des E. coli qui produisent des toxines similaires aux Shigella. Bref, il y a plein de bactéries épouvantables. On pourrait écrire la bactérie de la tuberculose là-dedans aussi qui devient très résistante. Donc, il faut être vigilant. Il ne faut pas utiliser des antibiotiques n'importe comment, n'importe quand. Puis il faut avoir confiance en l'humanité qui devrait trouver des façons alternatives, parfois l'utilisation de bactériophages, pour tuer ces bactéries-là. Donc là, il y a plein d'autres choses. Ah oui, ça ici. Quand vous avez un savon à la maison, achetez pas un savon antibactérien pour rien. Prenez un savon normal, lavez-vous avec de l'eau et du savon, c'est parfait. Parce que plus vous utilisez un savon antibactérien, plus vous favorisez l'émergence de bactéries résistantes. Puis là, ces bactéries-là vont être présentes sur vos mains. Fait que tout ce que vous touchez, vous allez déposer des bactéries résistantes là-dessus. Puis quelqu'un de vulnérable, de fragile, va toucher l'objet, va se contaminer et lui pourra avoir une infection grave. Donc, lavez-vous les mains avec du savon normal puis de l'eau, ça va faire la job. Lavez votre vaisselle avec du savon normal, parce que du savon à vaisselle antibactérien aussi, ça donne rien. C'est comme les compagnies vont vous vendre ça pour vous donner une impression que votre vaisselle va être plus propre, que votre peau va être plus propre que propre. Non, vous créez plus de problèmes que vous n'en réglez.
Lueur d'espoir, OK, les nouvelles familles d'antibiotiques découvertes. Il y a même la compagnie IBM, OK, qui faisait de la recherche sur autre chose, puis ils ont découvert que certaines des molécules ou des nanomolécules qu'ils produisaient avaient un effet antibactérien aussi. OK? Donc, ça peut venir de partout, OK, les découvertes. Donc, il faut avoir espoir. OK? Moi, je garde espoir. Ça, c'est sûr. Résumé de l'action. Donc, les sites d'action des antibiotiques, puis comment ils deviennent résistants. Donc, c'est une belle petite image synthèse. Les différents liens. OK? Encore une fois, il y a des vidéos. Il y a des liens sur Santé Canada. Allez lire ça. Soyez curieux, gang. OK? J'ose espérer que je ne mets pas ces liens-là pour rien. OK? Allez-y. Jetez un coup d'œil. Et le fameux glossaire, juste 2 définitions, c'est quand même pas si pire. Donc, faites le tout. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Bonne fin de journée. Renforcement des acquis. Répondez aux questions, faites les lectures. Bonne journée.